Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Abel Bowie. Je suis très content de vous retrouver, d'autant plus que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une petite réflexion sur la citation de Jean-Paul Sartre qui dit « Un homme, c'est son époque ». Pourquoi ? Parce que nous voyons ces temps-ci notamment qu'à chaque fois qu'un individu a commis un acte fallacieux il y a plusieurs dizaines d'années, à une autre époque comme on dit, on peut voir que certaines ont tendance à se justifier en brandissant l'argument que c'était la mentalité de l'époque, qu'à l'époque, tout le monde faisait comme ci, qu'à l'époque, tout le monde faisait comme ça. Alors je vais vous partager ma petite réflexion pour savoir si cette citation « Un homme, c'est son époque » peut vraiment servir d'excuse lorsqu'il y a des actions fallacieuses qui détruisent la vie des autres. C'est parti! Un homme, c'est son époque. À une époque, une majorité d'hommes pensaient que les femmes leur étaient inférieures, n'hésitant pas à exercer sur elles une oppression qui empêchait toute volonté de celle-ci de pouvoir s'émanciper, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, social, sociétal, en dehors d'une soi-disant couverture masculine qui était censée les protéger. En effet, taper une femme était monnaie courante et pouvait passer comme quelque chose de tout à fait normal et tout à fait acceptable à une époque. Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme à son mari. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Article 373. Le père seul exerce l'autorité parentale durant le mariage. Article 1124. Les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux n'ont pas le droit de passer un contrat. Article 1421. Le mari s'occupe seul des biens de la famille, il peut les vendre ou les donner sans l'accord de sa femme. Il est douloureux de le dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure, selon la loi, cette esclave, selon la réalité, c'est la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code. Tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. La femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse. Le déclic, ça a été déjà de comprendre que là, si je continuais comme ça, vraiment, je ne serais pas là aujourd'hui. Si je me laissais faire encore. Donc, et je me suis dit justement, bon, voilà, je vieillis, je me dis que s'il me reste encore quelques années à vivre, tant que je les vive un peu plus, retrouver une sérénité que j'ai perdue depuis longtemps. J'avais honte d'en parler, j'avais peur. Et ça a duré des années comme ça, on se pose toujours des questions, et je vais faire ci, je vais partir, mais pour les enfants, on se pose toujours des questions, on a toujours des arguments, on se dit, puis après ça s'arrange, et puis ça repart, et puis on pense toujours aux bons souvenirs quand même, et puis voilà, et puis ça continue, ça va vite comme ça pendant des années, des années, des années. C'est pas possible qu'on se fasse rabaisser continuellement et vous mettre plus bas que terre, les insultes, les bagarres, à coups de pied, à coups de poing, et voilà. Alors c'est vrai qu'il était alcoolique, donc ça n'arrangeait pas la situation. C'est sûr que, en plus, l'alcool très méchant.
le regard, c'est que j'ai perdu des années. Des années que j'ai perdu à vivre comme ça. À une époque, certains blancs élitistes issus des grandes puissances occidentales pensaient que les blancs non élitistes et non issus de ces puissances occidentales, mais aussi les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens, leur étaient inférieurs, prônant non seulement une hiérarchisation entre les Blancs en fonction de leur rang social et de leur pays d'origine, mais aussi la suprématie blanche sur les autres phénotypes, n'hésitant pas à s'approprier la justification de principes criminels comme l'esclavage, le génocide, le viol, le meurtre, l'arrosage au napalm de certaines populations, notamment en Algérie, au Cameroun ou en Kanaki, anciennement Nouvelle-Calédonie, entre autres, le vol, la mutilation, l'expropriation de terres et de richesses, et j'en passe. Par exemple, dans certains territoires coloniaux où il y avait la possibilité de diffuser des films, il faut savoir que l'on interdisait aux adultes non blancs de regarder des films considérés pour adultes, qui n'étaient réservés qu'aux adultes blancs, parce qu'il fallait infantiliser, humilier ces personnes qui avaient des phénotypes différents, et ils étaient cantonnés à l'autorisation de regarder des programmes uniquement destinés aux enfants. Tout va bien. C'était l'époque. Après, on nous dit aujourd'hui qu'il faut se taire, que limite nous sommes ingrats parce que la colonisation a eu des effets merveilleux puisque ça a apporté des routes, des hôpitaux et la Bible, d'accord? Mais qui est contre l'aménagement d'un territoire? Personne. Y a-t-il besoin d'avilir des populations et de leur voler les richesses pour aménager un territoire? Je ne pense pas. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener, les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. L'expression Indochine peut avoir deux acceptions. La première, chronologiquement, c'est incontestablement la première, c'est une acception géographique. C'est un géographe très connu du début du XIXe siècle qui s'appelait Malte Brun, qui a forgé ce mot. Indochine, ça dit bien ce que ça veut dire, donc croisement entre l'influence indienne venant de l'Ouest et l'influence chinoise venant du Nord, Indochine. Et pendant très longtemps, le mot Indochine était purement géographique. Les Français l'ont repris ensuite au moment de la conquête des trois pays, Vietnam, Cambodge, Laos, pour en faire une entité administrative unique, l'Indochine française. Ce sont en général les missionnaires qui ont été les premiers vecteurs de la colonisation. Les missionnaires avaient comme ambition de faire connaître et de faire partager la vraie religion, comme il disait. Et donc, évidemment, la réaction quasi naturelle des puissances coloniales, c'est d'envoyer ensuite des corps expéditionnaires pour essayer de sauver les chrétiens et ensuite d'imposer leur loi. Donc, chronologiquement, en Indochine, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Mais il y a évidemment également des causes économiques, avec des ambitions d'accaparer des richesses qui n'étaient pas toujours, lesquelles richesses n'étaient pas toujours réelles, mais qui étaient supposées. Et puis il y avait également une notion qui est très, très forte, et là ça dépasse largement les milieux catholiques, et c'est même très fort dans les milieux laïcs, dans les milieux républicains, c'est le fait que la France a une mission civilisatrice. Tout ça insistait sur la fierté de posséder un empire. Et on apprenait aux enfants, jusqu'à une époque très récente, jusqu'aux années 1940-1950, on apprenait aux enfants des écoles la fierté que la France ait libéré des populations entières, que la France ait civilisé des zones auparavant contrôlées par des sauvages ou des barbares, enfin toute cette... Et puis la notion de race qui était très forte, qui était en quelque sorte la justification, souvent sincère d'ailleurs, parce que les gens qui l'émettaient n'étaient pas forcément hypocrites, mais la notion de
de race supérieure, la race blanche, j'allais dire française, mais c'était sous-entendu. Parce que dans l'idéologie coloniale française, les Français étaient les meilleurs colonisateurs, bien meilleurs que les Britanniques, les Allemands, les Portugais, etc. Mais en tout cas, la race blanche était considérée comme la race supérieure, qui avait donc la mission, en quelque sorte, d'être à l'avant-garde de l'humanité et d'entraîner dans son sillage les races inférieures. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne, au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio, en vol, le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux, et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène, et on m'a dit « tu largues tes bidons sur le fumigène ». J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. À une époque, certains hommes, sous couvert de la libération de la sexualité, justifiaient le fait qu'il était tout à fait normal de défendre et de faire la promotion de crimes comme la pédophilie et l'inceste. Vous pouviez circuler, il n'y avait rien à voir. Surtout que cette défense venait d'un certain nombre d'intellectuels qui prônaient l'émancipation pleine dans une jouissance sans limite. La vie épicurienne devait devenir le modèle de société, peu importe les dégâts que ça causait sur le passage. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Oui, mais alors pourquoi les collectionner autant? Je prends de votre livre. Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit, un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Vous avez une santé prodigieuse. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Tu as toujours préféré les filles aux mères. Finalement, les adolescents constituent le réel troisième sexe, c'est ça que tu disais. Je dis satire mais pas sadique, parce qu'imagine les gens qui nous regardent ce soir, là ils vont dire mais ce Matzneff c'est infernal. Mais quelqu'un qui ose venir à la télévision à notre époque pour dire moi j'aime bien faire l'amour avec des petites filles ou avec des petits garçons dans le temps, c'est toujours très choquant, c'est toujours très scandaleux, même au jour d'aujourd'hui, tu le sais très bien. Vous savez bien que je porte pas de jugement moral, je porte un jugement littéraire. Moi je suis pas un juge. Vous nous parlez de... il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse
le bâton de la morale. Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient dire? Je pense... C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Notre amour par Roger Perfit. Notre amour, il s'agit bien entendu d'un amour particulier comme il s'agissait d'amitié particulière, mais cette fois c'est un livre d'amour, n'est-ce pas? L'amour n'est pas le sujet du livre, c'est le sujet d'une histoire. Oui, en effet. Et ce n'est d'ailleurs plus un roman, mais une confession. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Mais j'ai cru qu'elle était importante et même indispensable, puisque mon œuvre en général tend à détruire des préjugés et surtout à augmenter la compréhension des uns envers les autres. Le cas que j'ai décrit et qui me concerne n'est pas mon seul cas, cela va sans dire, mais il lui manquait, je crois, une référence littéraire comme celle que je crois lui avoir donnée. Et ainsi, je n'ai pas hésité, d'autant plus que cette référence littéraire se doublait pour moi d'une consolation. Lorsqu'on a vécu une histoire d'amour, un amour, et d'ailleurs tous les amours se ressemblent, si particulier que soit celui-là, il appartient, il relève de ce Dieu qui s'appelle l'amour et qui est notre raison de vivre. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Dernier tome de votre journal intime. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce journal, Gabriel Matzneff, qui aujourd'hui, en 2018, choquerait et ferait polémique? Dans Les moins de 16 ans, vous dites... S'il y a violence, la violence du billet de banque qu'on glisse dans la poche d'un jean ou d'une culotte courte est malgré tout une douce violence. Il ne faut pas charrier, on a vu pire. Et là, vous paraissez banaliser la prostitution infantile. Aujourd'hui, ces gens-là, et ils ont la loi avec eux, ils vous disent que vous pouvez être immédiatement... Je ne pensais absolument pas que la discussion allait poursuivie. La question, elle est, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez écrire ce que vous avez écrit par le passé? Ben, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander ça aux avocats. Moi, tous mes livres ont été écrits avec le sang de mon cœur. Eh bien, j'écris ce que je ressens en moi, n'est-ce pas? Ce que je ressens en moi. Et si j'étais peintre, et si j'étais cinéaste, eh bien, je ressortirais. Fellini fait du Fellini, Balthus fait du Balthus, Matzneff fait du Matzneff, nom d'une pipe. Enfin, si les gens ne comprennent pas ça, ou si les gens feignent ne pas le comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme ça. Eh bien, moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je suis très fier de chaque ligne de ce que j'ai écrit. Mes livres sont réédités. J'espère qu'ils seront encore réédités longtemps après ma mort. Et puis, à la grâce de Dieu, enfin. Justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag #MeTooInceste. Et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes d'une grande radio. Alors, je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre, là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, si vous voulez. Moi, je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu? Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel, c'est une certaine... Je n'ai rien à voir avec ça, madame. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du monde arabe, je suis un universitaire et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon, donc, par conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là. Sauf que vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminer
criminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Oui, je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Bien, écoutez, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela. Il y avait même des personnes éminentes. Et un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Et on pourrait prendre encore d'autres exemples de mentalités inhérentes à certaines époques. Pour revenir à ces 3 exemples, nous sommes censés, en théorie, parler d'époques révolues. Mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a toujours des stigmates très importantes dans la société qui créent des inégalités auprès de certaines catégories de personnes, mais surtout qu'il y a toujours des promoteurs de ces mentalités fallacieuses et mortifères. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Pierre Lassus, je voudrais un instant qu'on s'arrête sur le mot que vous avez employé, le mot d'omerta. Quand vous dénoncez, quand vous alertez, et je dois préciser aussi que d'ailleurs il n'a pas reçu le prix du roman de l'Académie française après votre alerte. Donc non, mais donc ça a marché. Quand vous dénoncez, on vous accuse de censure. Et là, vous apercevez que Gabriel Matzneff est protégé complètement. Oui, je m'en aperçois parce que j'ai aussi commis quelques ouvrages et on m'a dit, enfin un grand éditeur notamment, à la suite de la sortie d'un ouvrage, m'a dit « Ah, vous êtes blacklisté parce que... voilà ». Et un autre éditeur, alors que je citais des noms des gens qui avaient soutenu Matzneff et soutenu d'une façon générale ce que nous appelons à tort la pédophilie. Vous êtes les tenants d'un ordre moral oppressif. Voilà, c'est ça, voilà. Donc on m'a dit surtout pas de nom, je ne citerai pas les noms des personnes en question, mais surtout pas de nom parce que le milieu littéraire, ces personnes-là faisaient la pluie et le beau temps sur les prix, etc. Donc aucun éditeur ne voulait se les mettre à dos. Donc il y avait une omerta consciente, il y avait une omerta inconsciente, parce que je pense que les gens ne se rendaient pas compte de la gravité des faits, mais il y avait une omerta consciente, on ne voulait pas se fâcher avec X, Y, Z, dont on connaissait le poids dans le monde de l'édition. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien compagnon. En 2017, 130 femmes sont décédées et près de 220 000 femmes ont subi des violences conjugales. Dans le monde, ce sont plus de 40 000 femmes ou jeunes filles qui ont été tuées par un compagnon, un ex-fiancé ou un membre de la famille. En proportion de la population, la France est en dessous de la moyenne européenne, loin derrière la Hongrie qui fait figure de mauvais élève, mais loin devant l'Espagne. Dans quelles circonstances ont lieu ces crimes conjugaux ? Les chiffres sont sans appel. C'est souvent au moment de la séparation, quand le couple vacille, que les meurtres conjugaux se produisent. Dans l'immense majorité des cas, l'homicide est commis au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur. En général, ces crimes sont précédés de signes avant-coureurs. Bien souvent, les victimes enduraient des violences depuis des années. 40% des femmes qui ont perdu la vie dans ces circonstances en 2017 avaient subi antérieurement au moins une forme de violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique. Quant aux hommes tués par leur compagne ou ex-conjointe, ils ont été bourreaux avant d'être victimes, dans 69% des cas. Et nous voyons donc depuis
un certain nombre d'années, les langues qui se délient, la parole qui se libère. Alors il y aura toujours des bien-pensants qui diront que le tribunal ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Effectivement que le tribunal ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous avez une caste qui continue de cacher, de couvrir, voire d'organiser des actions criminelles, d'organiser des injustices dans la société, eh ben, au bout d'un moment, ça pète. Et même s'il peut y avoir des déséquilibres inhérents à cette manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, peut-être que des personnes peuvent être accusées à tort, mais il faut que la parole se libère parce qu'on a laissé le temps aux décideurs de pouvoir faire justice à toutes ces personnes qui ont été opprimées pendant des décennies. Et nous voyons que ça a mis trop de temps, donc il faut que ça sorte. Alors concernant toutes ces personnes auteurs de ces actes criminels, faut-il les excuser au motif que c'était la mentalité de leur temps ou de leur époque, ou faut-il les blâmer d'avoir commis ces actes odieux? Voilà la question. Pour le savoir, nous devons tous faire une introspection et nous demander si nous pouvons échapper à notre époque en tant qu'individu, c'est-à-dire s'il est possible de s'affranchir de l'influence qu'elle exerce sur nos consciences, ou si au contraire elle en détermine complètement les contenus. La citation « Un homme, c'est son époque » induit de facto la question « Est-ce qu'un homme ou une femme peut échapper à l'époque dans laquelle il ou elle vit ?» Et la réponse est évidemment oui. Certes, une époque constitue le socle de la pensée et de l'action des êtres humains qui y vivent. Néanmoins, elle n'en commande pas le détail. En réalité, il faut récuser aussi bien le concept, la thèse d'une pure liberté sans ancrage dans un monde réel que celle d'une détermination socio-historique complète de l'existence. C'est-à-dire, nos actes et nos pensées prennent évidemment appui sur les facteurs de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais ce sont nos intentions qui leur donnent forme, signification et détermination. Donc, indépendamment du courant de pensée dominant de l'époque dans laquelle nous vivons, nous sommes libres, totalement libres, de rester indépendants et raisonnables. Et surtout, nous sommes libres de ne pas nous laisser aller à la perversité criminelle qui détruit tant de vies. Dans des époques ténébreuses, il y a des héros, des héroïnes de l'histoire qui se sont distingués, que ce soit sur la place publique ou dans la sphère privée. Une époque est donc l'occasion pour les personnes nobles de se distinguer par les valeurs promulguées. Donc l'excuse de la citation de Jean-Paul Sartre, ou l'excuse de dire que c'était une bêtise de l'époque, parce que tout le monde faisait comme ça, est donc caduque, nulle et non avenue. Nous n'avons pas à être esclaves de l'époque dans laquelle nous vivons. Car être esclave de son époque, c'est être esclave de la pensée d'un petit groupe de femmes et d'hommes que l'on appelle les élites, pas toutes, certaines bien entendu, mais le côté obscur, je dirais, de ces élites, qui aiment décider du courant de pensée, du courant médiatique qui va imprimer une époque, et qui détiennent tous les réseaux et pouvoirs d'influence de celle-ci. Donc effectivement, un homme, c'est son époque, je dirais non, c'est l'homme qui détermine la qualité de son époque. Sinon, il n'y aurait pas eu de héros. Et pour finir, je me permettrai, en remplacement de la citation de Jean-Paul Sartre, de vous partager une citation de Martin Luther King qui dit « Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice, qui ne sont pas amoureux de la publicité, mais de l'humanité. » On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Abel Bowie. À bientôt.